1 400 000 francs CFA, des armes de chasse, mais aussi des pointes d'ivoire, des téléphones portables, tablettes. Tel est le bilan d'un casse d'une opération qui a été menée au domicile de l'ancien secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, dans sa résidence au quartier Odja 7 à Yaoundé. Les malfrats ont fait éruption dans ce domicile et ont mis à tabac le propriétaire des lieux, mais aussi mis à respect les vigiles en faction devant ce domicile dans la capitale politique du Yaoundé. Que se passe-t-il dans nos villes et même dans nos campagnes en rapport avec ces opérations des grands bandits de grand chemin qui saignent la panique et la pagaille dans nos domiciles? Il n'y a plus de ville, il n'y a plus de campagne, il n'y a presque plus de lieux où on n'enregistre pas quasi quotidiennement des faits d'armes de ces bandes de grands chemins qui mettent en mal le vécu des populations sur l'ensemble du triangle national. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Veulent-ils véritablement mettre en mal le Cameroun ou les populations camerounaises tout simplement? Que se passe-t-il dans ces cités-là? Voilà une ou plusieurs problématiques qui sont soulevées au regard de la recrudescence des cas de grand banditisme dans l'ensemble du pays, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Aussi, à côté de cela, la vie reste chère, très chère même pour les consommateurs. Le panier de la ménagère, qui malgré quelques billets de banque, reste tout de même vide et désespérément vide. Et à la maison, on a du mal à pouvoir se nourrir, on a du mal à pouvoir même donner la pitance aux enfants et même au voisinage. La solidarité nationale est mise en mal à travers la vie chère. Pourtant, on se souvient, au sorti de 2008, le chef de l'État, Paul Biya, avait prescrit une batterie de mesures visant à lutter efficacement contre la vie chère sur l'ensemble du triangle national. Où en est-on véritablement? Où sont passées ces mesures prescrites et édictées par Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun? On aura à y revenir dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair. Tout au clair, c'est votre émission de débat, votre talk show interactif. Vous pourrez donc, dans quelques instants, pouvoir nous envoyer vos contributions, mais également vos questions à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26 est le code d'accès à cette émission que nous retrouvons lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde de 21h à 22h30. Tout de suite, la présentation du panel. Un panel assez diversifié et varié que nous avons ce soir. 4 personnalités, tous des hommes, pour débattre de ces 2 problématiques que nous avons annoncées à l'entame, notamment l'insécurité urbaine dans nos villes et campagnes. Une insécurité qui fait dire que plus personne n'est à l'abri de ces malfrats, de ces bandits de grands chemins qui utilisent tous les moyens pour pouvoir mettre en mal la sécurité des hommes et des biens dans les domiciles et même dans les véhicules de transport. Et puis, on parlera aussi de la vie chère au Cameroun. Cette vie va de plus en plus chère. Où sont passées les mesures prescrites par Paul Biya pour lutter efficacement contre la vie chère? On se souvient, c'était au sorti des émeutes de février 2008, émeutes qu'on avait d'ailleurs qualifiées d'émeutes dites de la faim. On aura le temps de revenir sur cette situation dans cette édition de Tout au clair avec nos 4 invités confortablement installés sur ce plateau. Et comme il est de tradition, la présentation du panel débute par notre gauche. Il est acteur de la société civile. Lui, c'est Moïse Dibango. Il a accepté d'être avec nous ce soir. Moïse Dibango, bonsoir. Bonsoir Frédéric Boutomé. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Merci à vous d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Juste à côté de vous, le consultant permanent de Tout au clair sur la télévision du Monde. On ne le présente plus, DP d'Aurore Plus. Il est là ce soir, Michel Moussala. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous ceux qui prennent de la peine à regarder cette émission. Je pense que les sujets dont vous évoquiez ce soir tiennent du quotidien des Camerounais et que nous pourrions donner le meilleur d'analyse possible.
Juste en face de vous, messieurs, nous avons également deux autres. L'un nous vient du parti proche du pouvoir ou le parti au pouvoir, selon votre convenance, mesdames, messieurs, à la maison. Lui, c'est Charles-Élie Zang. Il est le président de la sous-section, j'espère bien, ou bien de la section. Voilà, de la section OGRDPC de la deuxième. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à vos autres compagnons et à tout le Cameroun. Bonsoir. Ah oui, le Cameroun et l'Afrique qui nous reçoivent, et même le monde entier. Et il faut également le dire, un autre qui a accepté d'être là ce soir, il est acteur de la société civile, président de la Fédération camerounaise des consommateurs. Lui, c'est Alphonse Aïssi Abena qui a accepté d'être là également ce soir. Monsieur Abena, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'être là. C'est un devoir aussi pour édifier les consommateurs et faire entendre leur voix. Il faut faire entendre la voix des consommateurs. Je rappelle que vous venez d'un voyage et on aura peut-être le temps de parler de ces partenariats que vous nouez un peu partout dans l'Afrique autour de la question du consommateur. Et je rappelle, l'émission est interactive. Le code d'accès est le 6 99 57 30 26, 36 56 99 57 30 26. Vous nous envoyez votre contribution et nous sommes de tout cœur avec vous pour partager nos différentes problématiques ce soir. Et deux problématiques, je le rappelle, l'une en rapport avec l'insécurité ambiante dans notre pays, l'autre en rapport avec la lutte contre la vie chère. Mais si vous le permettez, nous débutons par le sujet de l'heure, ce sujet en rapport avec l'insécurité, notamment ce casse opéré au domicile de l'ancien secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Michel Moussala. Vous avez certainement eu les détails autour de cette affaire. Que s'est-il véritablement passé au domicile de Jean-Baptiste Bokam? Bon, selon des éléments d'information que j'ai obtenus, il y a 6 malfrats qui se sont introduits dans la maison, de l'ancien secrétaire d'État à la Défense. Ils ont défoncé les portes, ils ont emporté une Mercedes qui a été retrouvée plus tard. Ils ont emporté des coffres-forts. Ils ont imposé avoir un certain montant. On a retrouvé des devises, selon le rapport, des devises étrangères assez colosses au domicile de l'ancien secrétaire d'État à la gendarmerie. Je vous avoue que, M. Moutomé, vous avez tout à l'heure, dans votre introduction, parlé de nul n'est à l'abri. Mais j'avoue que ce serait mieux, ce n'est pas un souhait, que c'est toujours bien qu'on vive des faits comme ça. Parce qu'il y a quelques mois, il y a eu un braquage qui s'est opéré au domicile de monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Et quelques temps plus tard, et posez-vous bien la question, que nous nous posions tous des questions, c'est redondant chez M. Bokam et c'est pourquoi. Parce que ce n'est pas la première fois, même fut-il, on a braqué, on a atteint son bureau, étant secrétaire d'État à la gendarmerie, M. Bokam a déjà été victime de plusieurs agressions, ou pour ne pas dire plusieurs braquages. Il faut faire très attention, il faut prendre du recul pour que nous fassions une analyse un peu trop froide. On dit bien souvent que les actes des individus les rattrapent. Je crois que quand nous avions une fonction qui nous est à un moment donné demandé de gérer une société, une cité, il faut faire très attention des actes qu'on pose. Je ne vais pas faire un jugement immédiat par rapport aux faits, mais le fait c'est que M. Bokam a plusieurs fois fait l'objet de braquage, et pour ne pas dire d'agression. Mais je dis bien que ce qui arrive à M. Bokam peut arriver, c'est ce qui arrive au quotidien des Camerounais tous les jours. Donc les gens sont braqués à Bonamoussadi, à Yaoundé dans leur domicile, mais sauf que la particularité, c'est que quand on demande aux gens de créer des polices ou la gendarmerie de proximité, et que des gens mettent des médiocres souvent à des brigades ou à des commissariats d'arrondissement, ceux qui dorment dans la nuit et qui prennent des instruments qui doivent servir à la sécurité des personnes et des biens et vont dans les week-ends chez eux avec. M. Bokam est quelqu'un qui a entretenu ce type de choses parce qu'il avait laissé des médiocres à des postes de gendarmerie. Il a puni, à la limite, on a mis des hommes efficaces, reconnus dans le domaine de la gendarmerie. Quand on est omniscient, il peut arriver, et même omnipotent, il peut arriver à ce qu'un certain nombre de choses te rattrapent.
ça n'est pas surprenant en ce qui me concerne. C'est une analyse froide que je fais. Que ce qui arrive à M. Bokam n'est pas différent du gars qui est à Kolofata, ou du gars qui est à Bafoussam, ou le gars qui est à Banganté, qui est victime d'un braquage chez lui. Tous les jours. Il faut redresser, il faut revoir le contexte dans lequel nous vivons. Voilà. Alors, Aïssa Bouna, est-ce qu'il est compréhensible quand au commis de l'État, tel que Jean-Baptiste Bokam, ancien secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, puisse recevoir des bandits de grand chemin à son domicile et qu'on emporte autant de faits, autant d'argent, sans que rien ne se passe? Oui, mais il faut rappeler, moi je compatis déjà envers tout compatriote qui est agressé, mais comme le disait l'aîné sur le plateau, il faut que la sécurité soit pour tous les citoyens. Moi je dis, on a une police qui n'a pas les moyens de sa politique. On a une gendarmerie qui n'a pas les moyens de sa politique. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que des gendarmes soient en faction devant des domiciles, soit des expatriés, soit des hauts commis de l'État. Il faut que c'est la population camerounaise qui soit sécurisée. Ça, c'est le coup de gueule que je dois dire. Mais on ne peut pas balayer de la main aussi le fait qu'il fallait... moi, j'allais souvent dans ces quartiers-là, et ce domicile, il y avait toujours en faction une multitude de gendarmes. Et lorsqu'il arrivait même, il avait des escortes avec des gendarmes. C'est pour dire que la terre tourne. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à une position de puissance, à une position de domination. Il faut penser qu'on peut être de l'autre côté de la vitrine. Donc c'est un signe d'alerte pour toutes les autorités qui essayent de narguer les concitoyens, les populations. Il faut travailler pour que nous tous, nous soyons dans un environnement sécurisé. La sécurité, c'est pour tous. Et moi, je dis aussi, certaines langues disent que souvent ce sont des coups montés pour attirer l'attention vers soi. Moi, je dis, il faut qu'on sanctionne ceux qui ont commis ces actes odieux. La sécurité pour tous les Camerounais. Il ne faut pas que la sécurité soit uniquement pour des ponts du régime ou bien des hautes personnalités. Tout citoyen, c'est ça qui attire les investisseurs dans un pays. Quand un pays n'est pas sécurisé, quand on agresse des personnalités à l'instar de l'ancien CED, ça pose des questions et ça fait réfléchir les investisseurs. Alors, donc, ça fait réfléchir... faisons sécuriser, rendons notre environnement sain et sécurisé pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Ça fait réfléchir. Le CED a été braqué. On a emporté des choses chez lui. Avant le CED, c'était le secrétaire général de la présidente de la République en activité qui recevait des bandes de grands chemins, M. Dibango. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, c'est des faits de malchance ou alors ce sont des opérations qui ont été planifiées pour passer un signal aux autorités? Comprenez une chose. On parle là de l'ancien patron de la gendarmerie, M. Jean-Baptiste Bokam, celui qui avait la charge, la lourde mission d'implémenter une politique de sécurité dans notre pays. À partir du moment où aujourd'hui les bandits du grand chemin arrivent dans leur domicile, y compris tout ce monde-là et tous ces ponteurs du pouvoir, comprenez que c'est des marchands d'illusions. Ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Et si eux, ils ne sont pas en sécurité, comment voulez-vous que le petit Camerounais qui se trouve à Missoké soit vraiment en sécurité? Donc aujourd'hui, c'est le revers de leur médaille. Donc il faut tout simplement se présenter. Il faut qu'on se pose des vraies questions, des véritables questions. Il faut que le chef d'État prenne vraiment ce pays en charge. On a l'impression que ses collaborateurs et lui s'en foutent des Camerounais. Parce que le problème de la sécurité dans ce pays est un problème très 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 délicat. Partons par exemple si nous sortons de ce studio jusqu'à Bonamou Sadi, complètement rien n'est sécurisé, aucune sécurité n'existe, aucune lumière, les lampadaires, aucune lumière. On ne peut pas marcher convenablement à Douala. Regardez bien au niveau des arrondissements, les postes de commissariat, les commissariats, ils sont d'abord en sous-effectif. Ils sont en sous-effectif. Il y a combien de commissariats dans un arrondissement pour pouvoir gérer la sécurité? Aucun. Donc tout ce monde-là, y compris les secrétaires et tout ce monde qu'on agresse à Yaoundé, c'est des messages que ces bandits de grand chemin envoient au chef de l'État, mais ils restent indifférents jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on doit se dire aujourd'hui,
Président Zang, qu'on est dans une ville, dans une société où l'insécurité règne en maître? Bon, monsieur Ntomé, permettez-moi d'abord de m'inscrire en faux, complètement, avec les analyses de mes prédécesseurs. Parce que je ne voudrais pas qu'on fasse croire aux Camerounais que la sécurité zéro existe. Il n'y a aucun endroit au monde où il y a une sécurité totale à 100%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis offusqué de voir des gens s'émouvoir, être contents que des gens aient été agressés parce qu'ils occupaient des hautes fonctions dans la République. Et que pendant qu'ils occupaient ces fonctions, ils auraient dû améliorer la sécurité. On ne va pas rentrer ici dans ce qui a fait quoi pendant qu'ils étaient en poste. Il faut aussi dire que M. Jean-Baptiste Bokam a travaillé pour le perfectionnement de la gendarmerie camerounaise. Maintenant, revenons à ce problème de sécurité. La sécurité commence d'abord par moi-même. Ça, c'est deux. Et le deux, quand les malfrats attaquent, ils ne choisissent pas qui attaquer. C'est-à-dire tout le monde peut être attaqué. Tout le monde peut être attaqué. Quand les gars, moi qui vis à New Bell, les gars arrivent, ils volent les marmites. Les gars volent les sacs de riz. Quand ils vont à Bonapuzo, dans une village, ils savent ce qu'ils vont te chercher là-bas. Maintenant, il y a les conditions de sécurité à mettre en place pour que cela aille. Je suis contre ceux qui pensent que tout devra revenir qu'aux seules mains de l'État du Cameroun. C'est pourquoi dans nos quartiers, on crée ce qu'on appelle les comités de vigilance. Ça commence par là. La prévention commence par nous-mêmes avant qu'on ne tende la main aux autorités pour qu'elles nous accompagnent dans cette lutte-là. Je voudrais dire que ce qui se passe, nous sommes dans les périodes de fêtes de fin d'année et cela ne va aller que crescendo. Moi, je sortirai d'ici tout à l'heure pour aller du côté de New Bell, où j'habite. Mais je suis tranquille parce que je sais ce qui va se passer. Je dois prendre un taxi devant l'immeuble Orménie qui me dépose devant la maison et j'entre à la maison pour aller me coucher. Parce qu'en entrant à la maison, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une attaque. On peut se faire attaquer, on peut faire l'objet d'une attaque ici. Et puis il faut dire que quand ces gars-là braquent, et puis quand on nous dit on voit les agents de police et les gendarmeries devant les banques, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui sont censés occuper les commissariats ou les gendarmeries. Il y en a toujours là-bas. Ce n'est pas qu'on a vu une gendarmerie où il y a un manque de gendarmes et on les a envoyés dans les banques. Non, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame. Il ne faut pas qu'on soit dans un procès qui fera en sorte qu'on ne va pas régler le problème. Alors que nous sommes là pour justement analyser le problème et essayer de trouver des solutions à ce problème. Alors, Michel Moussala, est-ce que les conditions d'une sécurité, pas parfaite, mais au moins minimale, sont réunies pour assurer le bien-être et le vécu des populations de Douala, par exemple? Il y a des antipodes. Je ne vais pas me mettre à épiloguer sur les arguments qu'avance M. Zang. C'est son droit d'avancer ses arguments. Non, il est libre. Nous sommes sur un plateau, sur un débat. Et je pense que si nous voulions que notre société évolue, c'est dans le sens de la critique. Même si la critique, il ne faut pas peindre ce qui est noir en blanc quand c'est noir. Nous parlions de la sécurité, un problème aussi délicat. Monsieur Zang fait allusion au quartier dans lequel il vit, c'est New Bell. Je ne suis pas là pour étaler le quartier dans lequel je vis. Mais je suis né à Bonadibon, à Douala. Il n'a pas meilleure connaissance de son environnement que le mien. Donc, qu'il parle de son environnement, c'est légitime, mais je dis bien que quand on parle d'un volet, on peut se mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. On vient vous parler d'une improvisation de ce qu'on appelle, il a qualifié ça, des individus d'un quartier qui s'organisent pour assurer la sécurité. Comité de vigilance. Les missions régaliennes de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, quand on commence à parler des comités de vigilance, c'est ce qu'on appelle une imputation opportuniste. On ne se sent pas bien, on se... Monsieur Zang, je vais vous dire tout simplement, je vais vous faire comprendre que je parle des missions régaliennes de l'État. On le sait tous. On n'est pas en train de dire que ce qui se passe est normal. C'est ce que vous semblez dire. C'est ce que vous semblez dire. Monsieur Zang, sur un débat, c'est des arguments. Bon, si je suis citoyen d'une ville et que je suis dans mon quartier et que j'organise l'autodéfense, les actes que poseront... Comité de vigilance. L'autodéfense est différent. Non, comité de vigilance, voilà. L'autodéfense, cherchez les mots. Mais je m'en vais vous dire, monsieur Zang,
que l'acte que je poserai dans le cadre de l'autodéfense ou d'un comité de vigilance n'est pas imputé dans le code de procédure pénale. Il y a les codes d'autodéfense, il y a les comités plaît, d'autodéfense dans l'extrême nord, non, à l'est. Monsieur Zang, alors que l'État doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Monsieur Zang, soyons polis sur un plateau. Je suis très poli. Non, vous me laissez parler. Je suis très poli. Donc, allez-y, allez-y. Michel, allez que les actes que nous posions pendant l'autodéfense et que ce soit tout ce que vous voulez qualifier ne sont pas consignés dans un code de procédure pénale. Si vous coupez la tête à quelqu'un dans la loi, parce que vous êtes reconnu par. Si vous les comités de vigilance sont reconnus par le sous-préfet du territoire. Si vous posez un acte en tuant un individu parce que vous l'aviez suspecté, s'il vous plaît, si des individus viennent, permettez à M. Moussa Dalo, Monsieur Zang, vous n'avez peut-être pas la culture des débats, mais je m'en vais vous attirer votre attention. Allez-y, Michel. Je vais vous dire que si vous posiez un acte, moi je parle des faits, dans le cadre de la sécurité d'un quartier, vous abattez un individu ou deux individus qui sont venus braquer chez un individu, vous deviez être interpellé par la loi et on va vous dire que peut-être que la défense n'a pas été proportionnelle à l'attaque. Vous parlez des sous-préfets, je n'ai pas besoin de savoir la légalité, je parle du droit. Vous deviez le savoir. Donc, la légalité, ce n'est pas ce que vous voulez donner comme imputation. Sur le plan du droit, vous répondrez de l'acte que vous aviez posé en abattant des individus. Ce que nous parlions, ce de quoi nous parlions, c'est sur la proximité sécuritaire. Nous disions que M. Bokam a été responsable de la gendarmerie, puisque c'est son cas qui est cité. Et même le délégué général, le secrétaire général de la présidence. S'il n'avait pas deux individus, deux policiers chez lui, qui avaient réussi à maîtriser, on l'aurait passé à tabac. Donc, nous ne pouvions pas. Au même moment, nous pouvions débattre sur le fait que un individu, qu'il quitte le poste, qu'il parte d'un poste, devrait s'attirer l'attention de la sécurité, mais ainsi que les actes qu'on pose quand on est en fonction, M. Zang, doivent savoir être gérés sur tous les angles. Et je l'ai dit tantôt, que M. Bokam, qui a géré la gendarmerie nationale, pas pour 3 ans, mais prenez le nombre d'années où M. Bokam a géré la gendarmerie. Il n'a passé que du temps à ne pas appliquer. Et quand le moment serait venu, je vais vous donner un peu le cahier de charge de la gendarmerie. Merci beaucoup. Nous avions dit aussi, j'ai dit autre chose tout à l'heure. Vous voulez, on n'est pas là tout le temps où les Camerounais veulent dire, argumenter sur un sujet. Vous donnez l'impression qu'on est des antipatriotes. Parce qu'on aurait soulevé un volet d'un problème qui concerne la sécurité des Camerounais. Et que si vous êtes en marge d'une agression, je vous dis... Je ne suis pas en agression. Ah, ça, c'est l'impression que j'ai. D'accord, alors... Que vous compreniez que, là, je vais chuter par là, du tout. Que ceux qui sont victimes des agressions, aujourd'hui, doivent comprendre que, et dans tous les domaines, quand vous êtes chargé d'une mission régalienne, vous deviez travailler dans le sens de dire que les Blancs qui ont goudronné les routes ont signé par leur nom sur le goudron en Europe pour dire que c'est moi qui ai fait cette route, elle va exister pendant 50 ans. D'accord. Alors, Aïssa Bena, tout le monde semble pointer un doigt accusateur sur les autorités des forces de sécurité qui ne font pas véritablement leur travail, mais est-ce que le problème de l'insécurité réside à ce niveau-là? Non, le problème de sécurité ne réside pas uniquement. Ce n'est pas entre les mains des autorités en charge de la défense ou bien de la police. Il faut rappeler que tout un corollaire, c'est-à-dire un pays sous-développé, il y a des zones criminogènes par essence. C'est-à-dire, prenons l'exemple de Douala. Il n'y a pas d'éclairage public pratiquement à 95% dans la ville. Donc, ce qui fait en sorte que les bandits ont tout le temps de se cacher pour commettre le forfait. Tous les quartiers sont électrifiés. L'éclairage public, je parle de l'éclairage public dans tous les quartiers. Mais peut-être nous ne sommes pas dans la même ville. Peut-être nous ne sommes pas dans la même ville. Devant Ogbeni, ici, il y a de l'éclairage public. À Bonanjo, il y a de l'éclairage public. Quand je dis 95% de la ville, à Lendi, il y a de l'éclairage public. Voilà, premier ne représente pas 20% de la ville de Douala. Lendi, il y a de l'éclairage public. Ah bon, à Lendi, il n'y a même pas de route bitume. Mais c'est pour vous dire d'abord que si là où le goudron arrive, la sécurité suit. C'est pour vous dire, quand tous les quartiers où on appelle feu un goudron, c'est là où la criminalité commence. Parce que là, le transport en commun va vous laisser et ensuite vous devez vous démerder pour rentrer chez vous. Et de deux,
il faut dire qu'il n'y a pas comment je pourrais le dire, la surveillance, caméra de surveillance, ça n'existe pas. Dans la ville, dans la nuit, comment vous pouvez surveiller dans la nuit quand ce n'est pas éclairé? En journée, on a mis par-ci, par-là, quelques caméras de surveillance dans les carrefours, mais il faut rappeler qu'il n'y a même pas d'éclairage. Toute la ville de Douala aujourd'hui était sans électricité. De 8h à 19h, sans électricité. La zone où vous étiez? Je dis pratiquement toute la ville de Douala, que ce soit Akwa, Bonanjo, Douala 3e, Douala 4e, Douala 5e, pratiquement toute la ville. Moi, je vous dis, nous avons des cellules d'alerte où nous recevons les plaintes des consommateurs. Et on a reçu plus de 1200 plaintes ce jour pour le délestage qui n'a pas été signalé. Une faute déjà de la compagnie qui fournit l'électricité. On n'est pas dans la question, on est dans la question de la sécurité. C'est ça la sécurité. S'il n'y a pas d'électrification, il n'y a pas l'éclairage public, il n'y a pas de routes. Parce que quand vous subissez une agression, vous faites appel peut-être au 18 ou au 112, qu'est-ce que va vous répondre l'homme en tenue? Il va vous dire, il ne peut pas arriver, il n'a pas de carburant, la zone n'est pas accessible. Et les bandits ont tout le temps pour vous dépouiller, pour vous passer à tabac. C'est pourquoi nous disons, il faudrait, le développement fait fuir la criminalité. Le développement fait fuir l'insécurité. Donc, axons nos efforts sur le développement de notre pays et la criminalité et l'insécurité va partir d'elle-même. Alors, M. Edibango, est-ce que ce n'est pas finalement les populations en elles-mêmes qui créent les conditions de l'insécurité? Je veux tout simplement dire quelque chose. Je pense que quand les Camerounais prennent la peine de se retrouver sur un plateau comme celui-ci, c'est le pays de tout le monde, peu importe la chapelle politique de quiconque. Il faut qu'on se respecte et qu'on accepte certaines réalités. Et c'est ça qui contribue au développement et à l'amélioration d'un certain nombre de choses. Et nous sommes tous dans ce pays, à Douala. Et respectons-nous parce que nous sommes convaincus et nous connaissons, DP ne peut pas démentir qu'il y a des zones de non-droit ici, que la police n'accède pas dans ce pays. Ils savent que ici, on ne peut pas y arriver. Alors, les bandits de grand chemin font ce qu'ils veulent. Ils n'ont... Alors, comprenez, vous, monsieur Mtomé, vous avez dit qu'il y a l'éclairage public dans ce pays-ci. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on constate. Mais vous me faites... On peut faire un tour avec ma caméra. Oui. On peut faire un tour avec ma caméra dans plusieurs axes de Douala. Il y a de l'électricité sur le pont Slevori, monsieur Abena. Oui, il y a de l'éclairage sur le pont Slevori. On peut aller faire un tour là tout de suite, on verra. Allez-y. Permettez-moi, le pont Slevori, c'est pas 2,5 km. Et quand je pars d'ici, si je pars d'ici jusqu'à Makepe où je vis, je ne vois pas l'éclairage public. Et encore que Makepe est parmi les quartiers UP. Et je vous rappelle qu'au quotidien, on agresse à Makepe. Alors, vous connaissez... Je pose la question, est-ce que ce n'est pas les citoyens eux-mêmes qui favorisent cette situation d'insécurité? Lorsqu'on vous voit avec vos grosses voitures, on vous voit avec vos grosses montres, vos grands téléphones, et ça peut donner envie aux autres, et puis... Vous n'allez pas me dire que c'est la même chose. Ce n'est pas des citoyens. Le citoyen a le droit de jouir, c'est-à-dire d'utiliser son téléphone comme il veut, de se promener avec sa voiture comme il entend. Mais comment voulez-vous que je vive dans une condition parce que je ne veux pas me faire agresser? Non, la mission de l'État, le DP l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'une des missions régaliennes de l'État, la sécurité des biens et des personnes dans le pays. Biya a échoué complètement sur ce cas parce que le monsieur qui avait la charge d'implémenter cette politique qui est monsieur Bokam, il a fait beaucoup de temps dans la gendarmerie. Je prends un exemple. Qu'est-ce qui a poussé le commandement opérationnel à Douala? C'est l'insécurité. Quand on a tué monsieur Nouri, le boucher belge DP, le boucher français, ici le boucher français qui vendait à Bonapisola. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Les Français de Douala ont fait une marche. Et bien a pris une résolution, c'est en 2001. Monsieur Biya, s'il vous plaît. Et monsieur Biya, permettez-moi. Oui, c'est le chef d'État de tous les Camerounais, y compris moi. Là, vous avez raison. Monsieur Biya a pris la résolution et il a mis sur pied le commandement opérationnel. Vous savez ce que ça a causé comme dégâts ici? Vous savez, il y a ceux qui n'étaient même pas à côté, qui ont perdu leur vie comme ça, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas une histoire qui est née aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Bokam est agressé, on fait un tapage. Non, il mérite même d'être arrêté, permettez-moi. On peut pas le dire non plus. Alors, M. Zang, de toutes les façons, il est retenu que, d'une part, la sécurité ou alors les conditions de sécurité ne sont pas tout à fait assurées pour permettre aux populations de pouvoir vivre sereinement. Mais de l'autre côté, les responsables en charge de la sécurité ne font pas véritablement le travail. Monsieur Mouton, mais quand quelqu'un ne chute pas dans ses envolées lyriques en disant que je suis même content que M. Bokam ait été agressé, ça veut dire qu'on est dans un cauchemar. Bon, chacun est libre d'avancer. J'ai l'impression que sur ce plateau, les gens, les gens ont des récriminations envers M. Bokam qui n'a rien à voir avec ce que nous, Camerounais, qui attendions de lui qu'il améliore le travail des gendarmes et qu'il l'a fait comme il pouvait faire. S'il faut voir, depuis qu'on a créé le CED, s'il faut se mettre à agresser tous ceux qui ont dirigé la gendarmerie au Cameroun, on ne s'en sortira pas. Aucun Camerounais ne mérite d'être agressé. Je dis bien aucun Camerounais ne mérite d'être agressé. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je veux dire que je ne viens pas ici faire du populisme. C'est justement ceux qui disent que parce qu'on appartient à une chapelle politique, tout à coup on sent effectivement que les gens sont dans une chapelle politique. Biya a échoué, Bokam n'a rien fait. Ça, c'est les politiciens qui parlent là. La campagne est terminée. Maintenant, on avance dans le vécu quotidien, d'arranger ce qu'il y a à faire pour qu'on travaille ensemble. Et maintenant, le quotidien, c'est qu'il y a des agressions. Justement, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire ici que parce qu'il n'y a pas de développement, on agresse. Mais il y a 116 agressions aux États-Unis par minute. Par minute. Il y a 217 en Chine par minute. Il y a 122 en France par minute. Donc, ça, c'est des pays développés. Le problème de sécurité, c'est un problème qui engage tout le monde. Et je le dis, et c'est ce que j'essaie de dire à mes jeunes, à Douala deuxième. C'est que quand tu ne veux pas être agressé, tu ne te retrouves pas au flamboyant, c'est un snack, à 4 h du matin, et tu quittes de là pour Ngangé, en traversant la nouvelle route sous ceux du quartier, où il fait absolument noir, on va t'agresser. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que j'interpelle aussi là l'autorité municipale. C'est là où je viens. J'ai une construction dans mes langages. J'autorise maintenant l'autorité municipale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la lumière ici que j'irai et quand je vais me faire agresser que je dirais que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Non. Quand je vois qu'il n'y a pas de lumière, j'évite. Maintenant, je dis bien, la sécurité zéro n'existe pas. Et M. Bokam, avec tout ce qu'il a comme moyen, avec ce qu'il a de passer de renseignements, a été agressé. Le SGPR a été agressé. C'est pour vous dire que quand ces gars-là veulent attaquer, ils attaquent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité de tous les Camerounais? On ne mettra pas un gendarme ou un policier devant chaque Camerounais. C'est impossible. Deuxième chose, c'est aidons la police et la gendarmerie à mieux faire son travail. C'est quoi? C'est la contribution populaire des populations. Ça, il faut le dire. Et je tiens à vous dire que quand il faut récompenser, s'il faut parler du travail que fait les FMO, les forces de maintien de l'ordre de ces pays, vraiment, nous sommes tous contents. Nous savons que ces gars font un travail acharné, ces gars battent un travail de fond sur le terrain. Maintenant, nous demandons au gouvernement central de leur donner plus de moyens, de leur donner plus de matériel pour qu'ils travaillent. Et puis, je finis par dire à mon frère de droite, monsieur Aïssi, c'est ça, que quand même, il ne faut pas avoir la cécité sélective. Dans tous les carrefours de Douala, il y a des caméras de surveillance. Et ces caméras fonctionnent. Et de nuit? Non, de jour comme de nuit, 24 sur 24. Voilà. Alors, Michel Moussala, avant de prendre la parole, on a dit, quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, il faut éviter les endroits que quelqu'un a qualifiés de criminogènes. Pourquoi est-ce que malheureusement les bandits de grand chemin ne restent pas les bras croisés? Ils trouvent également des stratagèmes, des moyens pour pouvoir développer leur stratégie. Pourquoi est-ce que les populations ne feraient pas pareil? Tout mettre en œuvre de leur côté pour éviter de subir les affres de ces bandits de grand chemin. Monsieur Moutomé, je pense que vous aviez évoqué là deux sujets sur votre plateau et que je pense quand même qu'il faut être sérieux. Quand on veut faire des éléments comparatifs... Vous voulez dire que je ne suis pas sérieux? Je dis pour M. Nzang, pas vous. Il m'arrive difficilement d'interpeller les panélistes. Mais parce que vous avez dit que vous n'avez pas... Donc je vais trouver tout simplement à dire à M. Nzang que les éléments comparatifs, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la Chine.
quand il dit par jour 211, 214, 160, je me demande si il a une idée générale de ce que ce pays représente en termes démographiques, en termes industriels, en termes économiques, hein, pour qu'on en vienne à parler. Il faut dire que nous parlions de nos problèmes indigènes. Parce qu'en réalité, il faut maintenant que... Nos problèmes indigènes, c'est qu'on vit mal parce qu'on n'est pas en sécurité. Voilà que je voulais dire à M. Zan, qu'après avoir développé des thèses qui n'ont rien de réalité, la politique sécuritaire dans un État n'est pas fonction de sa démographie. C'est la politique existentielle d'une proximité. Vous venez nous dire, vous voulez nous faire croire qu'en parlant de Nouvelle, qui est un élément mineur, et même pour moi, laissez-moi terminer, M. Zan. Moi j'ai la politesse de vous laisser parler quand vous aurez fini. Je dis bien que ce qui se passe dans notre contexte, c'est un problème organisationnel. Et que tous les États, en fonction de leur démographie, en fonction de leur réalité économique, peuvent s'organiser et se faire une sécurité. L'État a pour mission, Monsieur Moutoumé, permettez-moi de vous donner la parole, de continuer. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre développement la situation de la police ou la sécurité de proximité. On a vu qu'on a multiplié les unités à travers le pays. On a davantage rapproché les unités de gendarmerie, de police, des populations. Mais pourtant, la situation ne s'est pas inversée. L'insécurité reste grandissante et reste ambiante. Donc, très bien. Vous voulez que je vous prenne des faits? J'ai écouté tout à l'heure un panéliste parler du commandement opérationnel. Pendant qu'on avait institué le commandement opérationnel à Douala, dans la ville de Douala, il y a eu des retranchements qui se sont faits du côté de kilomètre 30, où les grands bandits étaient allés se réfugier de ce côté. Là, on a créé une brigade de gendarmerie avec 2 éléments, ou 3. Ça veut dire qu'on n'a pas créé un climat de sécurité. Quand vous quittiez Douala, vous avez posé un acte à Douala, vous vous retrouvez au fin fond d'un village, à Bertois ou à Andiki ou à Bafia, là où des individus ne maîtrisent pas quelle est votre moralité. Vous vous retrouvez dans un village, vous réorganisez un secteur de banditisme. Ceux-là se sont mis à l'abri après avoir posé des actes. Je vais vous dire, en 1994, quand nous étions arrêtés à Vendjaoui, de Nouvelle, en fin d'année, et ça, il faut que je vous le rappelle, M. Moutoumé, des condamnés à mort prenaient des permissions, s'organisaient et venaient attaquer les banques. Quand ils avaient attaqué les banques en journée, se rétractaient et venaient s'assurer de leur sécurité à l'intérieur de la prison. On ne pouvait pas imaginer que c'est des braqueurs, des condamnés à mort, qui sortaient de la prison pour venir poser des actes odieux et qui regagnaient la prison de Nouvelle en fin de soirée. Ça veut dire que, ça veut tout simplement dire que si le système sécuritaire, le système de renseignement, et tout ça a foutu le camp, parce que M. Zang, ne constituant pas une idée géniale à comprendre que le renseignement n'est pas seulement celui des populations, il est celui de la manière dont la police entretient ses agents de renseignement et qui tend à vouloir faire comprendre aux Camerounais. Il n'y a pas une excuse. On n'accuse pas monsieur le président, M. Biya, dans sa posture définitive. Mais je vais vous rappeler, monsieur, que tous les poissons, s'il y a quelqu'un qui a les pouvoirs régaliens, quelqu'un qui a été élu, c'est le président de la République. Nous sommes d'accord. C'est M. Biya. Et la sécurité des personnes et des biens. Dans ses multiples discours, j'espère que vous les suivez. Dans ses multiples discours, il parle de la sécurité et des biens. Et j'entendais à ce que vous fassiez preuve d'humilité pour comprendre que les choses qui ne tiennent pas aujourd'hui sur le plan sécuritaire, on ne peut pas prendre Douala et Yaoundé comme 2 villes modèles. Pas parce que Yaoundé est la capitale politique, mais vous vous faites agresser à tous les coins de Yaoundé, où vous vous posiez une forte concentration de 60% de nos forces de défense. Donc, moi, pour chuter, je veux dire que, monsieur, tous ceux qui nous écoutent peuvent comprendre que plus personne n'est à l'abri. Tout à fait. Plus personne n'est à l'abri. Et c'est ce que nous sommes venus dire ici, pour que sur le compartiment organisationnel, que les Camerounais comprennent que notre armée,
notre police, notre gendarmerie devait faire plus d'efforts. Parce qu'il y a des individus qui pensent que... Et puis sur le plan de la moralité, M. Moutomé, il faut savoir le type de gendarme et de policier qu'on nous recrute. Ça, c'est notre débat. Non, ce n'est pas... C'est notre débat, Michel. Non, Michel, c'est notre débat. C'est notre débat. Non, M. Moutomé, l'examen de moralité qu'affichaient les policiers, des gendarmes, hein, on recrute le tout venant. Pour certains. D'accord. Parce que les gars, ils viennent régler les comptes. Parce que je vais vous prendre un exemple. Non, ne prenez pas l'exemple. Non, je vais vous donner, je vais chuter par là. Quand on a un gendarme qui estime qu'aujourd'hui, ou un policier, qui estime que, après avoir passé le concours de la police, j'ai vécu ça chez moi. Le gars passe le concours de la police, il vient au village, il dit, cet enseignant m'avait fouetté au moyen de, je vais lui faire la peau. Est-ce que celui-là, il a passé l'examen de moralité? Alors, permettez à ce que nous disions un certain nombre de choses. Alors, nous avons plusieurs SMS qui commencent à tomber dans notre contrôle. D'ailleurs, certains sont assez durs contre l'ancien secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. Monsieur Benoît, votre SMS est assez dur, je ne pourrais malheureusement pas le lire. Il a des propos qui ne sont pas du tout respectueux vis-à-vis de monsieur Bokam. Mais tout de même, si vous pouvez avoir un SMS plus conciliant, nous ne manquerons pas de le lire. Alors, il y a un SMS qui demande ou qui dit à monsieur Moussala que vous avez raison de présenter les faits tels qu'ils sont présentés. Par contre, on demande à monsieur Zang d'être un peu plus respectueux sur le plateau. Alors, on a pratiquement fait le tour de la question. On a vu quels sont les problèmes de sécurité que vivent les populations tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que les populations doivent pouvoir faire pour se sentir bien encadrées, bien en sécurité? Oui, la solution passe d'abord par la vigilance des populations. Et vous savez, il y a un cas qui s'est produit à Kousséri où les populations ont arrêté des bandits de grand chemin, les ont remis aux forces publiques, on les a libérés, le procureur de Kousséri les a libérés. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu un soulèvement populaire. Donc, c'est ce qui fait en sorte que quand on envoie ce genre de signaux, hein, les populations se mobilisent pour dénoncer les malfrats. Mais ces malfrats sont libérés et reviennent se venger auprès des populations. Donc, il faut qu'on évite la corruption au niveau de certaines juridictions. Parce que nous savons que la corruption mine beaucoup notre pays. Et voilà les conséquences dangereuses parce que ces malfrats libérés à coups de millions vont venir faire la peau aux paisibles citoyens. Et comme le rappelait M. Moussala, il faut une interconnexion du service de renseignement. Aujourd'hui, si on lance un avis de recherche de X, M. Zan, à Douala, le gendarme qui est à Kousséri ne sera pas informé parce que le système n'est pas informatisé. Le système n'est pas informatisé. C'est-à-dire, moi, ma pièce officielle n'est pas informatisée, la carte d'identité. L'informatisation, c'est... Vous ne pouvez pas la dire. On a des cartes qui sont aujourd'hui sécurisées. Je dis l'informatisation. Mais c'est pourquoi on vous dit que quand vous regardez la puce qui est installée, c'est pourquoi il y a eu des problèmes. Il y a plusieurs cartes nationales d'identité. La migration avec les nouvelles avait puce. Oui, on peut détecter qui est et tout, mais les anciennes cartes, il faut informatiser, les faire migrer toutes pour que le système soit informatisé. Il y a des gens qui ont des doubles nationalités, des doubles identités au Cameroun. Donc c'est toujours un problème de sécurité. Si on n'informatise pas notre système, on aura des problèmes pour sécuriser les gens. Parce qu'il y a des gens, quand vous dites que notre système de carte d'identité est informatisé, est-ce que vos empreintes digitales sont prise de façon informatisée? Non. Oui. Non. Oui, aujourd'hui. Non. Oui, avec la nouvelle technologie. Merci. Pour le CNI, non. Oui. Donc, ça veut dire que je peux avoir votre CNI, on ne saura pas que c'est véritablement vous. Parce que vos empreintes n'ont pas été informatisées. Alors, je vais vous lire le SMS de quelques Camerounais, sincèrement, qui sont allés chuter dans ce cas. Donc, je voulais dire qu'il faut maintenant renforcer le maillage sécurité en démobilisant tous les militaires, les policiers qui sont devant les banques et les microfinances. Parce que les commissariats, les gendarmeries sont... Mais il faut assurer la sécurité, il y a des caméras de surveillance, il y a des sociétés de sécurité. Donc, nous ne sommes là parce que c'est le contribuable qui paye pour cela. Quand ils sont placés devant une banque ou bien une microfinance, l'argent là n'entre plus dans les caisses de l'État. Certains dirigeants se le partagent. C'est pourquoi nous disons non, nous avons besoin de sécurité parce que nous sommes les contribuables. Alors, ce sont des fonctionnaires qui sont payés par nos impôts. Monsieur Dibango, je viens à vous. C'est nous qui doivent sécuriser. Je viens à vous, monsieur Dibango, mais avant, je vais lisser quelques SMS, notamment un SMS qui nous vient du Nigeria et un autre SMS qui nous vient du Bénin. Et les deux SMS se rejoignent.
ne sont pas forcément des Camerounais, je pense bien à lire leur message, ils demandent aux Camerounais de penser que la sécurité, certes, vient des autorités, mais davantage que les Camerounais se mettent ensemble pour garantir leur propre sécurité. La sécurité commence par soi avant d'arriver par celle des autorités. Si on ne le fait pas, on sera tout le temps victime ou les cibles des agresseurs et malheureusement la sécurité ou alors les éléments d'unité de police et gendarmerie ne viendront qu'après constater les faits ou les cas, les forfaits de ces bandits de grand chemin. Voilà les 2 SMS de ces Africains qui nous ont écrit du Bénin et aussi du Nigeria pour nous accompagner dans cette émission. Alors, il y avait une situation qu'on vivait avant. On a d'ailleurs multiplié sensibilisation dans ce sens, celle de dénoncer les potentiels bandits de grand chemin qu'on connaît ça et là. Mais seulement dans les maisons, dans les habitations, on n'est pas prompt à dénoncer. Pourquoi? Monsieur Haïssi venait de nous rappeler un fait qui s'est déroulé il y a la semaine dernière à Kousséri, où les populations se sont organisées pour essayer de démanteler des malfrats. Et aussitôt, ils sont ça, c'est pas la dénonciation. Attends, ils sont dénoncés ou alors capturés. On les dépose dans des commissariats ou encore dans des prisons. Une semaine après, tu les retrouves dehors et ils vous font croire que vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Ça, on vit ça ici à Douala. Nous vivons cela. Donc, chaque fois, on arrête un bandit. Le bandit, la justice populaire veut finir avec le bandit. Et les policiers arrivent. 2 semaines après, tu reviens, tu revois la même personne. C'est ça qui attire, c'est ça qui met les populations. Aussitôt on rencontre un bandit, on le brûle. C'est difficile, on ne souhaite pas des choses comme ça, parce que c'est un être humain, mais c'est ça qui révolte les populations. C'est ça. Et je voudrais parler, il faut qu'on soit clair. Nos gendarmeries et nos commissariats qu'on trouve dans des arrondissements sont en sous-effectif. Je prends le commissariat qui balaie le chemin et le quartier où je vis. C'est le 18e. Vous regardez qui a la charge de balayer tout le pont, tout Makepe, un peu derrière Koto immeuble. Il n'y a pas plus de 20 éléments. Et regardez tout Makepe là-bas, tout le pont. Il n'y a pas plus de 20 éléments dans ce commissariat. Ils ne peuvent pas. Parce que, dites-vous, à partir de... C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas dénoncer. Non, ce n'est pas ça. En ce qui concerne la dénonciation, franchement, toute personne, je ne pense pas qu'un concitoyen peut vivre avec un bandit de grand chemin. On envoie dans nos quartiers. Je ne pense pas. À la seule... S'il entretient un bandit, un jour... Non, permets-moi mon cher. Si on entretient un bandit, certainement demain on va subir le même coup que les autres aujourd'hui. Donc je ne pense pas. J'ai dit aujourd'hui encore qu'il y a des zones de non-droit que les forces de l'ordre connaissent dans ce droit-là. Mais ils n'osent pas arriver là-bas. Les zones de non-droit, c'est-à-dire c'est des zones que on sait qu'il y a des bandits là-bas. Et ces bandits-là, ils se retrouvent là-bas pour fumer les affaires, pour faire des choses, Je vous rappelle encore, cette semaine à Aquanor, non loin de Bokom, des gars sont partis de Bepanda pour venir se battre avec des gars de Aquanor. Ça, ils sont arrivés dimanche, ils sont arrivés lundi, ils sont arrivés mercredi. Et la police est au courant. Parce qu'ils sont en sous-effectif avec des machettes et autres. On a même coupé le bras d'une maman. Donc, c'est des choses que nous vivons au quotidien. On dit, face à de telles situations, il faut qu'on les analyse froidement. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'on ne soit plus exposé à ce genre de choses. Alors, bonsoir à vous, M. Moutomé. Mieux vaut s'organiser dans les quartiers que de compter sur la police ou la gendarmerie nationale. Aller les rencontrer dans les bars et les snacks. Vous m'empêchez de lire les SMS. Bonsoir, monsieur du RDP. Ce ne peut pas dire le contraire par rapport à l'autodéfense
quand il tue un voleur, il devient prisonnier parce qu'il constate qu'après avoir remis le bandit ou le voleur à la police, le lendemain, on voit le même bandit à l'extérieur. Pourtant, ces bandits de grand chemin sont supposés être dans les prisons ou dans les geôles de gendarmerie et police. C'est Jafred qui nous écrit de Souza. Salut, M. Moutomé, s'il vous plaît, que M. Zang arrête de présenter le Cameroun qui est loin d'être le Cameroun réel. Comment peut-il dire qu'il y a des caméras dans chaque carrefour de la ville d'Ouala? Pourtant, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Alors, je vous dis que nous étions partie prenante dans ce processus d'installation des caméras de surveillance. Je peux vous dire, j'ai le schéma de toute la ville. Permettez-moi de lire les SMS. Alors, si on parle de Douala, de Bonanjo pour École publique d'Eido, seulement à Bonanjo, il y a au moins 5 caméras de surveillance. On traverse ici, on arrive à comment ça s'appelle, Carrefour Ancien Dali. Mais vous êtes à Douala premier là. Je suis en train de... C'est un des cas de figure. On peut prendre encore d'autres cas de figure, mais on ne va pas revenir dessus, s'il vous plaît. Non. À Mabanda, vous avez à Mabanda. Je dis bien, à Mabanda, il y a des caméras en plein. Les caméras sont en train d'être installées. Ne faites pas comme si on va les installer toutes le même jour. Non, merci. Merci, c'est bon. Merci. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Dites à M. Zang d'arrêter ce qu'il raconte. Là, on est à Mondovision, même s'il est membre d'un comité de vigilance, il n'a pas le droit de tuer. J'aimerais que lui-même fasse cela. Il sera le premier membre du comité de vigilance. En cas de crime, je verrai comment il va pas aller en prison. Alors, il y a pas mal de SMS qui sont en rapport avec ces cas d'agression. Pourquoi on ne s'inquiète pas quand on agresse un commerçant ou un bayam salam, un cultivateur, seulement quand un ministre est agressé? C'est une question qui est soulevée. Bonsoir au plateau. Chaque quartier Douala a son champ de tir ou son terrain de tir. Des endroits où les délinquants se regroupent pour fumer la drogue ou planifier les sales besognes. C'est Eneri et Majer qui nous envoie ce SMS. Il dit par ailleurs que les patrouilles sont au courant de ça, mais jamais elles n'y vont. Les patrouilles du soir circulent dans les bars et les snacks pour seulement prendre leurs enveloppes. Le reste, ce n'est pas leur problème. C'est également M. Emmanuel de Douala qui interpelle M. Zang pour sa poursuite sur le plateau. Un autre SMS, bonsoir, bravo à M. Douala deuxième. Soyons sérieux. Nous, les Camerounais, la gendarmerie et la police font beaucoup. Nous devons par conséquent les féliciter. Ils donnent de leur vie tous les jours pour assurer notre sécurité au quotidien. C'est un SMS qui vient encourager M. Zang sur ce plateau. Il y a encore plusieurs autres SMS qui sont arrivés, mais on voudrait prendre celui-ci. Bonsoir aux panélistes. Monsieur Moutomé, très bonne émission. Juste que je vous invite, ou alors j'invite Monsieur Zang à être plus sérieux et à être poli sur le plateau. C'est Pauline de Newbell qui vous envoie ce SMS. Alors, je viens à vous. On doit sortir de ce sujet et on doit pouvoir... on doit pouvoir se dire... Vous avez terminé, monsieur Dibango. On doit pouvoir se dire des choses pour sortir de ce sujet. On a déjà dit la police doit pouvoir davantage mobile. Voilà. Alors, monsieur Dibango a fait sa proposition aussi. Quelle serait la vôtre? Avant de clôturer avec M. Moussala. En termes de proposition. Oui, je voudrais d'abord demander à tous les spectateurs et dire à M. Moussala que je m'excuse. Voilà. Ça, je m'excuse, sincèrement. Et je dirais à M. Dibango que non, si la police ne va pas dans ces endroits-là, ce n'est pas parce qu'elle est en sous-effectif. Je vais vous surprendre, c'est parce qu'il y a des complicités là-bas. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, quand on veut construire quelque chose, il faut qu'on critique là, il faut critiquer. Il faut donc dire la vérité. La vérité, c'est que il y a des endroits où on sait qu'on vend du chanvre. Il y a des endroits où on sait que les gars font leur business. Ce sont même ces mêmes dealers-là qui achètent les terrains dans nos quartiers, qui deviennent les élites administratives et politiques, qui organisent des activités dans les quartiers, qui sont en complicité avec certaines autorités. Et c'est clair que la police n'ira pas dans ces zones-là parce qu'on les paye. Maintenant... Mais pourquoi M. Zang ne dénonce pas ça? Je suis en train de parler, justement. Non, justement, vous n'allez pas me construire mon argumentaire. C'est moi qui sais comment je viens. Et maintenant, c'est ce genre de chuter. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que on ne peut pas, c'est-à-dire quand vous dites qu'on a peur de dénoncer, ce n'est pas qu'on a peur de dénoncer parce que c'est vrai qu'il y a une raison qui est le retour
Ça, c'est clair. Parce que ces gars, quand on enferme, se retrouvent dehors par la force de la corruption. Mais maintenant, nous-mêmes, parents, on a les bandits chez nous qu'on protège. Et oui, on a les bandits chez nous qu'on protège. Mais c'est l'enfant de l'autre qui est un bandit. Mais on a les bandits chez nous. Nous, on le fait, on ne le dit pas. Est-ce qu'il y a des parents qui savent que ce que je dis est vrai, que chez eux, les enfants amènent les sacs de riz, les téléphones portables, les choses à la maison. Ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils prennent ça où? Ça va aussi de là. La quatrième chose que je vais dire, c'est que qu'on aime ce pays. Il ne faut pas, à un moment donné, quand on parle de sécurité, je souhaite qu'on soit à un niveau, comme l'a dit quelqu'un, que chacun prenne en charge ce problème de sécurité. Ce sont des étrangers qui nous travaillent recommandent cela. Parce qu'ils le font chez eux. Ils travaillent chez eux. Et je prends l'exemple de... Moi, j'aime imiter le bon exemple. Parce qu'on dit que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Patriot Act. Je crois même qu'il faut l'instruire dans notre constitution. C'est-à-dire, à un moment donné, un citoyen se lève et protège lui-même son pays par les moyens qu'il a. C'est pour ça que vous verrez certains citoyens américains qui sont limitrophes avec les pays du Mexique tirer sur les immigrants qui veulent entrer dans leur pays parce qu'on leur donne ce droit-là de protéger leur pays. On n'a pas les mêmes moyens que... Mais je dis, à un moment donné, essayons nous-mêmes de nous organiser à faire passer l'information et que les autorités nous accompagnent dans ce nous sens. accompagnent en protégeant d'abord, qu'on appelle ça, l'anonymat, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire, si j'ai dénoncé quelqu'un, que le commissaire du deuxième à qui j'ai donné l'information, que M. Mouton, c'est un exemple, hein, est un bandit, qui sache que non, je lui ai donné une information sensible et que ma vie même est en danger, est entre ses mains, et qu'en venant appréhender M. Mouton, qu'il me protège moi-même. D'accord. Et qu'on trouve M. Mouton le lendemain dehors. Donc c'est un ensemble, c'est un construit que nous tous nous devons mettre ensemble pour que nous avancions Michel, dans vous cette avez sécurité. 1 minute pour pouvoir donner votre proposition. La première proposition que je vais faire, que je m'en vais faire, c'est que sur le plan des faits, si vous arrivez au 13e arrondissement de la ville de Bassa, il y a un quartier qui se crée nouvellement, qu'on appelle Papas. C'est pratiquement à 3 km. Ce monsieur n'a qu'un seul pick-up. L'état de la route ne permet pas à la police de faire des patrouilles permanentes. Qu'on prenne, qu'on diminue des voitures qu'on donne non, pas au sous-préfet. Au commissaire? Qu'on donne à des individus, des différents directeurs dans l'administration centrale, qu'on les concentre aux unités d'intervention de la police et de la gendarmerie. Pouvez-vous comprendre qu'une unité comme, je vais revenir sur ce dont je la maîtrise, Ndiki Nimeki n'a pas une voiture qui intervient à 60 km, le commandant de brigade, le commissaire de sécurité publique de Ndiki Nimeki n'ont pas une voiture capable d'aller intervenir à 40 km de Ndiki. Ils vont en moto. On connaît la... C'est plus pratique en moto. Alors, vous trouvez là, on ne peut pas parler de l'inefficacité de la gendarmerie ou de la police. Qu'on leur raconte des moyens, je crois que cette gendarmerie ou cette police a des possibilités parce que tout le temps, nous avions suivi les dernières sorties. C'est des milliers de policiers qui sortent tous les jours. Mais ça aussi, il faut pouvoir dire que la sécurité n'est pas seulement un effet de grandes villes. C'est aussi un effet de villes retirées. Et je vais vous le dire, quand on affecte un policier en Doum, il pense qu'on l'a crucifié. Donc, il faut que cet esprit sorte, cette attitude sorte de l'esprit de ceux qui sont appelés à gérer la sécurité au Cameroun. Pour terminer, la sécurité aussi, c'est un domaine de frustration. Elle peut frustrer des individus qui deviennent subitement, qui vont en marge de la République. Parce que quand vous voyez un individu dans un domaine, je veux prendre un exemple. Monsieur Mouton, permettez-moi de citer. 30 secondes. Je prends un cas qui s'est passé à Kanyabasi, le domaine privé de l'État. Qu'un individu vienne, qui dise qu'il a titré 5000 m² ou 10 000 m², sur un domaine privé de l'État, où des gens résident depuis 90 ans, et que des individus se sont permis de lui signer un titre foncier. Ce qui devient révoltant, l'affrontement que j'ai vu entre nos forces de défense et des citoyens qui vivent depuis 80 ans. Ce pays, l'insécurité n'est pas seulement le domaine des bandits, parce que ces enfants qu'on va déloger, ces maisons qu'on va casser, peuvent créer un climat d'insécurité dans un pays. Parce que quand ces enfants se retrouvent dans la rue, pendant qu'ils avaient une hutte, parce que les maisons qui sont à Kanyabasi ne sont pas des maisons assez élevées. Donc, il faut qu'on parle des problèmes qui concernent le Cameroun. Et que les autorités camerounaises cessent de penser que
Il faut que des passages soient signalés en termes positifs. Que de croire que je ne suis pas là. Vous avez suivi la dernière réunion des chefs de cour, oui, où on parlait de la garde à vue et la détention provisoire. Ces éléments concourent à la liberté des individus. Et ce qui est une très bonne chose. Mais qu'on sache faire la part des choses parce qu'on retrouvait, il faut accorder des moyens. Parce qu'en réalité, la voiture d'anti-émeute qui se retrouve au GMI ou en Bopi, si elle était placée à Papas, de nuit comme de jour, je pense que ça ferait à ce que les gens révisent leur position. Les gens là qui viennent souvent nous agresser la nuit révisent leur position. Merci à vous, monsieur, d'avoir participé à ce premier sujet. Mais nous avons plusieurs SMS. Alors, on salue la prestance de monsieur Dibango sur le plateau. C'est monsieur Mathieu Toundi qui dit qu'il habite non loin de là où cite ou alors le quartier que cite monsieur Dibango. Mais il espère pouvoir voir des unités de police se déployer davantage dans cette partie de la ville de Douala. Alors, l'illégal est devenu légal au Cameroun. Tous les policiers gendarmes sont de connivence avec les malfrats. C'est Patrick de BPCT qui a envoyé ce SMS. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. On va ouvrir plutôt la deuxième thématique de cette émission ce soir. Une thématique qui porte sur la cherté de la vie au Cameroun. On le sait, la vie est de plus en plus chère et davantage en cette période des fêtes de fin d'année. Le panier de la ménagère est plus que jamais vide. On ne comprend pas pourquoi, comment cela peut-il se produire. Monsieur Aïssi Abena, que se passe avec le panier de la ménagère? Mais il faut rappeler que tous les ingrédients sont remplis pour créer 2008. Parce qu'en 2008, c'était le paradis quand on se projette. Parce que quand vous regardez 2008, le prix du carburant, le prix du maquereau, le prix du kilowatt, le prix du mètre cube d'eau. Et maintenant, en 2018, où il y a eu une inflation généralisée, je vous rappelle que le SMIC au Cameroun, c'est 36 300 francs. Et avec 36 300 francs, on a des dépenses de contraintes, comme le loyer, comme le transport. Et on a des dépenses incontournables, comme la santé, l'alimentation. Donc imaginez quelqu'un qui gagne 3 600 francs. Il doit 36 600. Et il doit se loger, il doit se nourrir et il doit se déplacer. Donc c'est impossible. Il faut rappeler que le prix du transport taxi a eu une augmentation de plus de 40%. C'est passé de 150 francs à 200 francs. Et de nuit, c'est à 250 francs. Et il faut rappeler qu'il y a un autre moyen de transport qui est la moto, où véritablement les ménages n'arrivent plus à survivre. Un parent qui a 3 enfants, qui habite peut-être Makepe et met ses enfants dans une école qui est située peut-être à Deido. Imaginez le coût du transport. Ce parent gagne combien? Le coût de transport pour vivre à Douala est insupportable. Donc c'est pour dire qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, les ménages tirent le diable par la queue. Alors, donc, qui est à l'origine de cette situation de vie chère? Encore, je le dirais, c'est une des missions encore de l'État. Regardez un peu la loi de finances 2019 qui a été promulguée, je crois, au sorti de la session de décembre. Vous voyez que d'entrée de jeu, elle nous parle des augmentations dès le 1er janvier 2019. Alors, quand vous parlez, on sait que c'est vrai, cette loi de finances est objective. Oui, pourquoi? Dans ce sens que nous avons passé le temps. Regardez ce qui s'est passé, le scandale de la canne. On a pris le temps à emprunter des milliards de francs. Et vous voyez tout ce qui se passe. Au lieu d'effectuer un travail, parce que cet argent que nous sommes en train d'emprunter, quand on investit sérieusement, ça va nous rapporter avec du temps pour amortir les dettes, mais on passe le temps à le dilapider, à le voler. Toujours est-il que croyant que quand on dilapide cet argent, croyant que en l'utilisant ou bien en le gardant à la maison, on ne va pas le restituer, on va le restituer. Et pour le restituer, c'est le contribuable camerounais. Et qui dit contribuable camerounais, c'est l'augmentation des impôts. Et une fois de plus, les Camerounais se mettent le corps au cou. C'est encore la mission de l'État. Moi, ce n'est pas surprenant. Il a parlé des émeutes de la fin de 2008. C'était d'ailleurs intitulé comme ça.
Vous voyez le panier de la ménagère. Mon épouse m'a fait comprendre depuis le 1er décembre que le prix du maquereau, il y a eu une augmentation de 250 francs. Où est donc le ministère du Commerce? Il est passé par où? Parce que quand les associations de consommateurs essaient de dénoncer, ils sont les premiers à défendre ces commerçants véreux qui font tout ce travail-là. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le pouvoir qui pousse ces gars à faire n'importe quoi. Le moment venu, c'est le pouvoir. C'est de la mission du ministère du Commerce. Je dis bien, et je te rappelle que vendredi, samedi, le prix du maquereau, vraiment nous sommes Camerounais. Il nous arrive parfois de faire un tour chez des dames qui vendent le soir. Un maquereau moyen, c'est pas moins de 1500 francs. Oui, oui. Si vous venez manger à Bali ou à Bonanjo, ça va coûter 1500. Je dis bien. Si vous allez à la chaîne Nobel, il va coûter 1500. Je ne pense pas. Un maquereau sérieux, si tu veux manger. Je t'invite. On est sérieux. Je vous invite à Makepe demain. D'accord. Vous venez voir. Vous ne demandez encore à Makepe quartier UP. Alors, Michel Moussala, est-ce que les Camerounais n'ont pas pris conscience de ce que le SMIC est à 36 000 et que finalement, il faut pouvoir vivre au niveau de ses poches et que les Camerounais veulent plutôt vivre au-delà de leurs poches, conséquence des courses, la vie est chère? Monsieur Moutoumé, vous pouvez ne pas me citer, je suis le modérateur. Je ne peux pas. Je vous félicite de la thématique. Mais je m'en vais dire que j'ai pitié. Il m'arrive souvent d'écouter les différents intervenants des ONG protection des consommateurs. Je me demande s'ils sont vraiment existants. Ils sont considérés pour certains comme le chien aboyait. La caravane et la caravane, elle continue de partir. Elle continue de partir. Hein, je les entends parler là, c'est un embelli. C'est bien, c'est notre pays. Vraiment, permettez-moi, M. Moutoumé, de dire un mot. J'ai écouté M. Dibango parler du ministère du Commerce. Le crime économique de ce pays, en ce moment, est passé par ce monsieur qui a déjà mis 8 ans comme ministre du Commerce. Il a tissé toute la grosse mafia nationale autour de lui. En 2008, si je n'avais pas été journaliste et que je n'avais pas suivi ce qui s'était passé, vous prenez seulement les lois qui ont été sur le coup de la précipitation, sans prendre du recul, pour comprendre que ce monsieur pourra se réjouir et s'en faire plein les poches. La loi de 2008 exonérant les entreprises intervenant dans le domaine de la vie, riz, poisson, huile de ménage. Denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité. Prenez 2008, prenez 2017. Avant la loi de 2018, je veux dire la loi de 2018, à laquelle l'État s'est rendu compte que ça n'a pas positivé, ça n'a pas concouru à ce que la vie devienne moins chère. Des entreprises ont été exonérées. Les chefs d'entreprise sont devenus de multimilliardaires sur le dos des Camerounais. Ouais. Le ministère du Commerce n'a passé que de temps à signer des licences d'exonération en application d'une mesure de 2008. Poisson, huile et tout. Les gens se sont engouffrés, les opérateurs économiques camerounais, certains se sont engouffrés pour importer et le poisson. Le cahier de charge demandait même qu'il y ait des structures de production de poisson dans nos eaux, ce qui n'a jamais été fait. Et que ces individus ont importé même du riz, l'huile, le sucre, et qu'ils ont envoyé dans des pays voisins, là où ils avaient un gain plus élevé. Et que le ministère du Commerce n'avait même pas droit de contrôle du prix applicable sur le marché. Je suis un peu très fâché là. Parce que là, vous touchez des choses qui rentrent et des individus. Les Camerounais continuent à en pâtir de ce que l'État, le président de la République, avait pris comme mesure concourant à apaiser, sachant effectivement qu'à travers ce qui s'est passé dans nos villes, les Camerounais s'étaient exprimés par le désordre en cassant les magasins des uns et des autres. Évalué entre 2008, la dernière loi de finances
réimplique la fiscalité de ces produits. Mais entre 2008 et 2017, il y a ceux qui se sont embourgeoisés, qui, sur la base, sur l'appui de ce test, de ce décret présidentiel, qui exonérait les castes. On connaît les noms, ils sont vivants. On ne va pas donner les noms aussi. Non, moi je ne donne pas les noms. On ne donne pas les noms. Le CNC peut se... J'aurais pu commencer par ça. Non, on ne donnera pas les noms. Monsieur Moutomé, permettez-moi de chuter. Chutez, s'il vous plaît. Ça fait très mal. Non, chutez. Ça fait très mal. Et je m'exprime parce que vous avez le malheur ou le bonheur que je sois consultant à cette émission. C'est quand vous dites tout au clair. Tout doit être clair. Tout doit être clair. Merci beaucoup à vous. Monsieur Zang, où sont passées les mesures prescrites par le chef de l'État en 2008 En 2008, Douala avait brûlé, était à feu et à sang, Yaoundé, Bafoussam. Où sont passées ces mesures? Ces mesures avaient été prises de manière salutaire pour apporter une réponse pratique pour le bien-être des populations, pour que le panier de la ménagère soit beaucoup plus lourd, mais qu'il ne soit pas vide, encore moins léger. Les mesures du chef de l'État en 2008 étaient salutaires, comme vous le dites. Elles étaient bonnes, elles étaient même bien dosées en rapport avec ce qui s'est passé, disons, en rapport avec les émeutes. Mais sauf que, et là j'ai les larmes aux yeux quand je le dis, mes camarades, oui, ça il faut le dire, mes camarades qui avaient en charge la gestion, là, à ce niveau-là, qui avaient la charge de gérer ces différentes directives, chacun dans son champ spécifique, n'ont pas aidé et les Camerounais et le président de la République à atteindre cet objectif 10 ans plus tard. Quand on fait une projection quelques années après, à partir de 2008, on ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer encore et encore du poids que pèse le prix d'une denrée alimentaire de première nécessité dans le panier de la ménagère. Ce que M. Moussala dit est tout à fait vrai. Il y a eu des fonds qui ont été créés. Il y a eu des fonds qui ont été logés dans des ministères. Ministère de la jeunesse, ministère de l'élevage, ministère de la culture, ministère des sports, où on demandait tout simplement à un jeune, à un Camerounais, à une Camerounaise d'avoir une idée. Je prends un exemple. Vous savez tisser les filets. Quand on met dans les goals le foot là, vous allez au ministère des Sports, vous déposez cette idée et il y a des gars qui vous accompagnent et on vous finance cela. Et vous vous mettez à vendre ces filets à la Ligue professionnelle de football qui va équiper nos stades qu'on est en train de construire. Et vous allez voir que tous les Camerounais allaient être contents aujourd'hui. Mais sauf que celui qu'on a mis au fond là-bas, s'est assis, a vu une manne financière, a commencé à construire ses immeubles. Vous allez au ministère de l'élevage, au ministère de l'agriculture, où il fallait créer des piscicultures. Dans les zones agricoles, dans les bassins agricoles, il fallait créer des piscicultures. Vous savez qu'il y a des élus, des gens qui ont touché de l'argent pour créer ces étangs piscicoles-là, pour pouvoir produire du poisson, pour qu'on ne soit plus en train d'acheter le roya aux Chinois, aux Ghanéens, alors qu'on a nos eaux sont polluées, bon, entre guillemets, de poissons. En fait, où sont passées les mesures du chef de l'État? C'est que ceux qui devaient accompagner le chef de l'État à mettre en place ces mesures ne l'ont pas fait. Point barre. Ces personnes ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on doit encore attendre que le chef de l'État vienne en sapeur-pompier? Parce qu'à tous les coups, on a toujours envie de le voir en sapeur-pompier pour résoudre et peut-être renforcer le panier de la ménagère, davantage dans cette période de fin d'année où l'argent se fait rare. Monsieur Moutou, oui. je vais... Permettez qu'il... Je vais donner... Accordez-moi une seconde. Parce que vous allez le consulter permanent de l'émission. C'est tétanisant, c'est pour ça que je vais dire que les opportunités que le président de la République ou le code d'investissement donne aux Camerounais devaient être exploitées pour le bien des Camerounais. Et il faut qu'on dise des choses. Même sur le code d'investissement, vous voulez créer, vous dites que vous allez construire un hôtel. On vous fait des exonérations. La plupart de nos quincaillers profitent de ce code d'investissement pour devenir des quincaillers. Et des grands quincaillers, ils vous disent qu'ils construisent un hôtel, mais ils font venir 30 conteneurs de bidets. On les exonère, ils deviennent des quincaillers. Il faut dire des choses dans ce pays. D'accord. Bon, si vous voulez qu'on en parle, M. Moutomé, je vous ai dit tantôt que vous avez tout clair.
un problème fondamental pour ce pays, c'est la tricherie administrative. Ceux qui mettent ces dispositions juridiques en place, de lois concourant à ce type de choses, savent ce qui tire derrière. Alors, Aïssa Bénin. Oui, il faut rappeler que le président de la République a reçu le mandat du peuple, mais la Fondation camerounaise des consommateurs avait lancé un mouvement de protestation qui a été interdit, un sitting devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi de finances qui a été malheureusement adopté, promulgué par le chef de l'État. Et la vie des Camerounais sera encore plus difficile en 2019 parce qu'on a déjà retroussé les manches, on a serré la ceinture, on était au bout de l'entrée du tunnel, mais on y est toujours. Donc c'est pour dire que ventre affamé n'a point d'oreille, il faut que le chef de l'État donne de la nourriture aux populations. Les populations... Il y a beaucoup de nourriture, le Cameroun est un... Et on importe tout. Comment on peut importer tout? Comment est-ce qu'on peut construire des champions nationaux dans l'importation? Ce qui fait en sorte que ça va créer l'inflation parce que notre monnaie sera toujours dévaluée. Quand vous importez, votre balance commerciale sera déficitaire. Donc il faut produire. Et le Cameroun a ses potentialités. On a des terrains arables, on a des fleuves, on a pour faire la pisciculture. On a tout au Cameroun pour être un pays, une puissance agricole. Mais c'est avec les larmes aux yeux qu'on constate que les Camerounais n'ont pas à manger. Et c'est terrible. C'est pourquoi nous, on interpelle le chef de l'État parce que c'est lui qui a reçu ce mandat du peuple. C'est lui qui peut encore sévir parce qu'au niveau du ministère du Commerce, ça ne bouge pas. Le ministre du Commerce est descendu avant... Il est plus un agent commercial des entreprises. Que les prix des denrées alimentaires ne vont pas augmenter. Monsieur Moutemé, c'est le cinéma... S'il vous plaît, Michel, vous avez demandé aux autres de se tenir bien. Michel, vous avez demandé... le cinéma médiatique vous avez demandé aux autres... Il fait son cinéma. Il n'y a rien de réel. Mais Michel, vous avez demandé aux autres de bien se tenir. Vous pouvez bien vous tenir non, aussi. Non. Essayez de bien vous tenir sur le plateau. Merci. Oui, c'est pour rappeler que le ministre du Commerce crée des initiatives qui sont des initiatives, des actions d'éclat factices et qui n'ont rien de consistant. Regardez, il a lancé une opération MINRAP pour faire la promotion des vivres. D'approvisionnement en denrées de première nécessité. Mais c'est un échec. C'est un échec aujourd'hui. Il y a eu des budgets, des subventions. Cet organisme a été subventionné. Mais aujourd'hui, on constate que le poisson coûte cher. On constate que le légume au marché coûte cher. Le manioc coûte très très cher. Les ménages n'arrivent plus à vivre. C'est pourquoi le premier sujet, on a parlé de criminalité. Ça va toujours pousser les Camerounais. Parce que quelqu'un est obligé, c'est naturel de se nourrir. Quand vous ne pouvez pas vous nourrir, vous êtes obligé d'aller commettre des forfaits. C'est pourquoi, oui, ceux qui n'arrivent pas, si on ne trouve pas l'emploi aux jeunes, on n'arrive pas à faire en sorte que les ménages puissent avoir de l'eau potable. Il y a pénurie. Tout le monde consomme que des eaux en sachet, des eaux en bouteille. L'électricité coûte très cher. Le Cameroun est un miracle, est un don de Dieu en termes de production d'énergie en barrage hydroélectrique. Mais le kilowatt coûte 50 francs ici. Que le watt coûte 50 francs CFA. C'est trop cher. Le mètre cube d'eau coûte au Cameroun 360 hors taxe avec 1000 francs de location compteur. Un compteur qui n'est jamais entretenu. C'est tout ça qui renchérit la vie du consommateur. Il y a un téléspectateur qui nous dit c'est Dieu qui garde le Cameroun, pas l'État. Est-ce que Dieu doit pouvoir nous garder quand on sait qu'on n'a malheureusement pas... On est un vivier agricole, mais on n'a pas de quoi manger? Ça me pousse à revenir un peu sur le beau discours de M. Zam, qui est une démonstration d'un aveu d'échec du renouveau, c'est-à-dire de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est un aveu d'échec quand M. Lépé, M. Moussala nous fait comprendre, nous rappelle des dispositions que je n'ose pas qualifier de mesurettes parce que de chef de l'État, et c'est vrai parce que un chef d'État ne peut pas demander que ça se passe ainsi et jusqu'à aujourd'hui on ne met pas en application. Oh, peut-être il nous en fume. En réalité, est-ce que c'est ça sa politique? Voilà lui. Et je veux vous dire, ça va aller très mal encore parce qu'un des greniers de la ville de Douala ou alors des métropoles est en difficulté. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un des greniers des métropoles comme Douala. Donc, je crois que je vous ai dit à partir de vendredi, aujourd'hui, peut-être, ceux qui n'auront, avec 10 000 francs, tu n'auras rien au marché.
tu n'auras rien. Mais pourtant, il va pouvoir là trouver de quoi manger pendant les fêtes. Oui. Ok, d'accord. Si tu veux le saumon, ça dépend. Non, monsieur Zang, on n'est pas dans le même pays. On n'est pas dans le même pays parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui se nourrit du macabo dans ce pays. Il faut avoir beaucoup d'argent. La seule nourriture que tout Camerounais peut essayer de prendre au quotidien, ce n'est que du riz. Du riz. Mais le macabo, non. L'igname, c'est non. Je ne sais pas. Peut-être, quand vous êtes et président de la section de Douala deuxième des jeunes, peut-être vous avez beaucoup de choses, ou alors vous avez des avantages, je ne sais pas où, franchement, mais en réalité, je ne sais pas si parce que je connais des femmes, elles sont sincères, hein. Quand vous envoyez votre femme au marché, au retour, elle vous trouve à la maison, on va te dire, chérie, c'est encore chaud aujourd'hui au marché. Donc, au quotidien, on souffre. Et on disait, regardez un peu, ça c'est un pays. Regardez, si je viens un peu au niveau de l'énergie aujourd'hui, avec Eneo. On ne cite pas dans les entreprises. Oui, mais excusez-moi, avec l'énergie, l'électricité aujourd'hui, regardez, on sait, le règlement de service dit que, allant de 0 à 110 kW, c'est la tranche sociale. Et cette tranche sociale est à 50 francs le kilowatt. Au-delà de 110 kW, la tranche sociale aujourd'hui est à 79 francs. Mais la vérité, c'est que il n'y a plus de tranche sociale au Cameroun. De 0 à 110 kW, c'est 79 francs. Il n'y a plus. Je ne sais pas si on a les mêmes quittants. Je ne sais pas. Prochainement, on va marcher avec vos documents. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Zang, on doit pouvoir sortir. La réalisation nous fait savoir qu'il nous reste 5 minutes. Et dans les 5 minutes, je dois pouvoir lire au moins une quinzaine de SMS. Donc, vous devez prendre 2 et j'en prendrai 3. 2 minutes. Ok. 2 minutes. Non. Moi, vous m'aviez accordé 2 minutes. Vous avez eu 7 minutes parce que vous avez pris la parole quand il ne fallait pas. Oui, il m'a pris, donc je dois être d'accord. Merci à Monsieur Dubango, quand j'ai posé le diagnostic de ce qui se fait mal, parce que je suivais le thème de l'émission, où sont passées les directives du président de la République? Elles ont été noyées parce qu'ils étaient censés les implémenter sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qui est la vérité. Ils n'ont rien foutu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il y a des embellis. Il faut qu'on dise aussi la vérité. C'est que il y a des choses qui sont faites de telle manière à ce que ça allège quand même le panier de la ménagère. Ça, c'est la vérité. Je suis effaré, comme par exemple le prix du litre de carburant à la pompe. Ah bon? Oui, vous savez que la CSPH, oui, vous savez que l'État du Cameroun supporte cela, pas des indemnisations. Non, laissez-moi. La pompe était à moins de 500 francs en 2008. Aujourd'hui, il a 560. Pourquoi? Hein? Pourquoi il a 560? Pourquoi? Non, c'est faux, c'est faux. Justement, le problème avec vous, c'est qu'on a passé le temps, je sais que nous vous invitez à notre émission. Le problème avec vous, c'est que... Oui, je suis arrivé. Le problème avec vous, c'est que vous voulez toujours expliquer les choses du seul point de vue de vos associations, comme M. Moussa a appelé vos ONG, qui font un peu du battement de l'aile. C'est-à-dire, vous ne voulez pas expliquer aux Camerounais est-ce que c'est le Cameroun qui décide du prix du carburant à la pompe? Non. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas le Cameroun. Non, le Cameroun va producteur de pétrole. Non, je suis désolé. Non. Et on vient d'avoir. Bon, laissez-moi continuer. Je ne veux pas vous laissez-moi finir. Vous voulez 2 secondes que M. Moutomen qui modère le panel. Ouais. Je vais tout simplement dire que le Cameroun est plein des hommes intègres. À la sortie de cette élection de 2018, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Camerounais intègres. Tout à fait. Nous connaissons des responsables qui peuvent garantir l'intégrité, mais on a peur. Parce qui aiment bien ce pays. Tout à fait. Et que nous tous, sur un plateau, nos critiques devaient concourir à la construction, à l'édifice de ce pays. Et que nous devions retenir d'une chose, c'est que ce que nous parlions ce soir devrait être pris en compte. Parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté nous tous intervenants, il est question de demander que nous rentrions dans une phase où les Camerounais se sentent apaisés dans le domaine, dans certains domaines. Dans tous les domaines. Et que, pour chuter, le président de la République devrait prendre en compte que les Camerounais sont frustrés. Ceux qui viennent avec des éléments de gros ventre pour venir...
J'en ai un, mais qui n'est pas issu des avantages d'un système. J'ai peur tout simplement qu'il continue à donner l'impression aux uns aux autres qu'il y a un système en place et que ce système ne pourra jamais changer. Parce qu'il a tout intérêt à voir la constituante de ceux qui composent son équipe gouvernementale pour que ça accompagne sa politique. Merci beaucoup à vous, messieurs. Vraiment, la réalisation me fait savoir que le temps est une partie à cette émission. Bonsoir, M. Moutomé, belle émission. Bon choix de sujets et de panélistes. M. Zan dit pourtant des choses comme elles sont concernant l'insécurité. M. Dibango aussi. Quant à la vie chère, ça va de mal en pire. Les Camerounais souffrent avec 4 000 francs aujourd'hui. On ne peut pas faire un bon repas. Vivement que les choses changent, chers dirigeants. C'est Mme Caroline Nana qui envoie ce SMS. La vie est chère au Cameroun à cause de ce qu'on appelle la malgouvernance. C'est signé M. Sommet de Douala. Une bouteille d'eau à 300 francs CFA, c'est trop. L'État doit enlever les taxes sur l'eau à boire. Merci. Bonne soirée. Très belle émission à vous sur le plateau. C'est M. Yaka qui nous a envoyé ce SMS-là. Bonsoir au panel. Le Cameroun est un béni de Dieu, mais ses dirigeants empoisonnent l'ensemble du pays. Stéphane de PK11 Abassa. Bonsoir au panel également. Un autre SMS. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Dit le chef de l'État souvent. Le panier de la ménagère ira se vidant aussi longtemps que le président ne rendra pas ses instructions coercitives. Mieux vaut tard que jamais que notre président de la République batte le fer quand il est encore chaud et aussi qu'il apprenne à contrôler fermement l'implémentation de ces directives. C'est M. Al-Moudjid qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Il y en a quelques-uns. Si la réalisation me le permet, je lis encore 2, 3. Quoi qu'on dise, le Cameroun ne changera qu'avec de nouveaux hommes dans son équipe gouvernementale. Le vrai fléau est l'impunité. Les manquements sont connus, mais restent longtemps sans sanction. À quoi ça sert donc ces différents inspecteurs qu'on a sur les marchés? N'appelez pas ce numéro, chers téléspectateurs. Vraiment, mes chers panélistes, à vous sur le plateau, c'est assez difficile. La gestion des hommes, c'est pas du tout facile. Contemplons-nous ou contentons-nous de nos richesses, ne pleurons plus, plutôt regardons droit devant nous et les choses iront de mieux en mieux. C'est un Camerounais qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir le panel. La vie est très chère au Cameroun. L'État camerounais n'aide pas les Camerounais car le père de la nation est très passif envers ses dirigeants qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. C'est M. Daniel de Niété qui nous a envoyé ce SMS. Nous en avons plusieurs comme ça qui arrivent à l'instant alors que l'émission est en train de tirer à son terme. On a encore des SMS qui nous sont venus de l'étranger mais nous ne pourrons pas malheureusement les tenir. Merci à vous, merci surtout à l'ensemble de l'équipe technique qui s'est déployée depuis le début de ce programme. Merci M. Dibango. Merci Michel Moussala, consultant permanent. Nous ne cesserons jamais de pleurer. Pleurons toujours. M. Abena, merci. Oui, c'est un plaisir de dire que nous allons continuer notre bataille, surtout que nous dénonçons tout ce qui n'est pas bien fait, notamment l'interdiction. On va pas revenir sur le débat. Monsieur Zan, merci encore. Nous allons continuer de pleurer, mais nous allons sourire très bientôt. On va sourire très bientôt, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et même pour les jours à venir. Et surtout que nous sommes en période de fête de fin d'année par anticipation. Bonne fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous, chers téléspectateurs. Restez en compagnie des programmes de la télévision du monde. Bonsoir.